Chers collègues, s'il vous plaît, je suis heureux de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation de l'Assemblée nationale populaire de la République de Guinée-Bissau, conduite par son président et président de l'Union parlementaire africaine, M. Cipriano Kassama. Je salue également la présence dans les tribunes d'une délégation du groupe d'amitié Japon-France de la Chambre des représentants du Japon, conduite par son président, M. Nobuteru Ishihara. L'ordre du jour s'il vous plaît, vous êtes dissipés. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Votre budget 2019 est un budget de renoncement qui traduit l'échec de votre politique économique. Le déficit se creuse pour la première fois depuis 10 ans. La dette frôle les 100% du PIB et l'aurait dépassé d'ailleurs en 2019 sans vos privatisations de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris. La dépense publique continue d'augmenter de 25 milliards d'euros. Mais votre budget, c'est avant tout un grand tour de passe-passe qui donne l'illusion aux Français que leur pouvoir d'achat va augmenter. Vous nous annoncez 6 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages. C'est séduisant, mais quand on regarde de plus près, vous présentez les chiffres qui vous arrangent. Vous occultez ou vous oubliez dans votre calcul toutes vos mesures qui vont faire baisser le pouvoir d'achat des Français. Vous oubliez le quasi-gel des pensions de retraite, des allocations familiales et des APL qui va coûter 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Vous oubliez les augmentations des cotisations Agir-Carco qui vont peser sur les actifs qui cotisent. Vous oubliez également la hausse mécanique des impôts collectés par l'État grâce au prélèvement à la source. Vous oubliez de préciser que la suppression des cotisations salariales est compensée par une hausse massive de la CSG. Vous oubliez que la suppression de la taxe d'habitation sera compensée tôt ou tard par de nouveaux impôts. Mais les Français ne sont pas naïfs et ne vont pas se laisser avoir par votre communication mensongère. Rappelez-vous, lors du budget de l'an dernier, vous annonciez à cette même date une réduction des prélèvements obligatoires de 10 milliards d'euros. Qui croit encore, un an plus tard, que son pouvoir d'achat a augmenté en 2018 ? Au lieu de la baisse que vous promettiez, les prélèvements obligatoires ont en fait augmenté, selon l'INSEE, et c'est l'INSEE qui le dit, de 4,5 milliards d'euros en 2018, sous l'effet notamment de la hausse de la CSG et de la taxation sans limite des carburants. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question qui demeure, c'est quand allez-vous lever la brume qui entoure déjà ce budget 2019 ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, nous ne nous quittons plus depuis hier soir et c'est un immense plaisir. Mais il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et vous ne voulez pas entendre ce qu'il y a dans ce budget, donc je suis confus, mais je vais devoir me répéter. Vous ne voulez pas entendre que ce budget récompense le travail. Vous ne voulez pas entendre que nous allons supprimer les cotisations assurance maladie, assurance chômage pour augmenter le salaire net de ceux qui travaillent. Vous ne voulez pas entendre que nous allons alléger et supprimer les cotisations sociales sur tous ceux qui font des heures supplémentaires. Vous ne voulez pas entendre que, dans le cadre de la loi Pacte, nous allons supprimer le forfait social sur l'intéressement et la participation pour que tous les salariés français soient mieux rémunérés en France, notamment ceux des PME et des TPE. Vous ne voulez pas entendre que ce budget va relancer l'activité et soutenir les entreprises et les entrepreneurs et qu'il y a plus de 18 milliards d'euros de baisse d'impôts sur les entreprises, notamment avec la transformation du CICE en allègement de charges définitif pour toutes les entreprises françaises pour relancer la croissance et relancer l'activité. Vous ne voulez pas entendre
que notre budget est un budget pour la protection des Français, que nous allons augmenter le budget du ministère de la Justice, nous allons recruter davantage de policiers et nous allons enfin augmenter le budget de la défense pour garantir à nos forces armées les équipements et les matériels dont elles ont besoin pour protéger les citoyens français. Oui, nous sommes fiers de notre budget qui nous permet, en plus, d'atteindre l'année prochaine 1,9% de déficit public. C'est le meilleur chiffre depuis 2001. Nous allons baisser l'endettement public et nous allons tenir les engagements du président de la République. 1 point d'impôt en moins. Ce budget, soutenez-le parce qu'il permet de redresser la France. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Bénédicte Peyrol. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, chaque année, les débats budgétaires passionnent nos bancs. Des cohortes de chiffres s'affrontent dans des batailles aux arguments souvent sibyllins. Sortons de la complexité qui éloigne nos concitoyens et fait s'apparenter la réalité à un labyrinthe. Nous l'affirmons, notre majorité porte un budget fait pour les Français au travers d'actions fortes et de choix politiques assumés. Ces actions portent toutes le sceau de la cohérence et du maintien du cap engagé. D'abord, celui de l'émancipation par un travail qui rémunère mieux et des investissements massifs dans la formation. Puis, celui de la protection des Français et du rassemblement par l'augmentation en particulier du budget de la défense et des crédits alloués à la solidarité et à l'égalité des chances. Ce budget est le résultat de choix politiques courageux, loin des tentatives faites ici et là de diviser un pays entre ses jeunes et ses retraités, entre ses urbains et ses ruraux. Ces choix sont ceux d'une France qui veut reprendre son destin en main et préparer l'avenir, en renforçant le pouvoir d'achat des Français, en soutenant nos entreprises, en assumant nos défis climatiques, notamment par une fiscalité écologique ambitieuse et nécessaire. Si diviser rassemble les oppositions, sachez que pour nous, ce budget propose au contraire un dessein commun, celui de fédérer les Français autour d'un cap qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Icare et de son père Dédale. D'aucuns ici s'enferment dans des promesses flatteuses, mais contradictoires, sans hauteur de vue. Ceux-là sont ceux qui restent piégés dans le labyrinthe. D'autres ont pour doctrine de faire croire que le soleil est à portée de main, avec des promesses aveugles et irraisonnées qui provoquent la chute. Ceux-là sont Icare. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Ce budget sera-t-il celui de Dédale, un budget aux conséquences justes pour le quotidien des Français? Merci, Madame Peyrol. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre et de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Peyrol. Vous avez raison. Vous avez raison de dire que ce budget est un budget de choix. Vous avez aussi raison de dire que ce budget est un budget cohérent et un budget marqué par la constance des engagements du gouvernement et du président de la République. C'est le budget qui permet justement de tenir ces engagements. Tenir les engagements pris devant l'Union européenne. Et comme l'a rappelé le ministre de l'Économie et des Finances à l'instant, le déficit public sera de 1,9%. Et c'est la première fois depuis 3 ans que le déficit public de la France sera 3 années successives en dessous des 3%, permettant ainsi à la France de tenir durablement les engagements communautaires pris depuis si longtemps. C'est aussi le budget des engagements tenus vis-à-vis de nos partenaires, et notamment les collectivités locales, puisque la totalité des dotations aux collectivités locales seront maintenues, que les concours aux collectivités vont même légèrement progresser. Et puis c'est le budget qui permet de tenir les engagements du président de la République, avec un investissement massif pour permettre de mieux rémunérer le travail, par la mise en application, on en est pleine, des allègements de charges, par la désocialisation des heures supplémentaires, par l'augmentation en 2019 comme en 2018 de la prime d'activité. C'est le budget qui permet de tenir les engagements vis-à-vis des plus fragiles, avec l'augmentation des minima sociaux. C'est aussi le budget qui permet d'investir dans les priorités de notre pays, avec 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour l'éducation et l'enseignement supérieur, avec 1,7 milliard d'euros supplémentaires pour la défense, avec plus de 700 millions d'euros pour le budget de l'intérieur et de la justice, et enfin avec plus d'1 milliard d'euros de crédits supplémentaires pour la transition énergétique et pour l'environnement, pour les transports. Cela montre que l'on peut être rigoureux en matière budgétaire, tenir nos engagements, garder le cap et servir les Français. Ce budget, Madame la députée, cela a été dit avant moi, il fait la fierté du gouvernement, et demain, je suis sûr qu'il fera la fierté de la majorité parlementaire. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pour tout gouvernement, le budget est un acte politique fort
qui doit apporter des réponses à des questions préoccupant nos concitoyens, en particulier celle du pouvoir d'achat. Cette année, les Français attendent des réponses claires car en 18 mois, leur confiance en votre capacité à transformer le pays s'est fragilisée. Pour notre groupe, votre budget comporte des avancées. Nous disons oui à l'effort de sincérité, oui à la meilleure rémunération des heures supplémentaires ou oui à la simplification de l'épargne de précaution pour nos agriculteurs. Pour autant, vous annoncez 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus, mais le compte n'y est pas. L'OFCE a d'ailleurs démontré qu'il n'y aurait que 3,5 milliards d'euros, ce qui est insuffisant pour compenser les augmentations d'impôts démarrées depuis le début du quinquennat. J'ajoute qu'en 2019, vous allez continuer à taxer les retraités, les fonctionnaires, les locataires, les familles ou les automobilistes. Si vous en êtes là, c'est que votre promesse de réformer en profondeur n'a pas été tenue. Les dépenses continuent d'augmenter et vous supprimez que 4 200 postes dans la fonction publique, ce qui veut dire que l'objectif de 50 000 en 2022 ne sera pas tenu. Naturellement, la diminution du nombre des fonctionnaires n'est pas une fin en soi. Cet échec démontre que vous n'avez pas engagé la vraie réforme, celle qui permettrait de mettre fin à la mainmise de l'État, à la bureaucratie parisienne, à cette technostructure que nous dénonçons et qui donnerait plus de liberté au territoire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt à stopper cette dérive centralisatrice? Êtes-vous prêt à engager sans délai la transformation de l'État pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français, plus de compétitivité aux entreprises? Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci de votre enthousiasme, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Vigier, merci pour votre question et merci surtout d'avoir souligné combien ce budget comporte aussi des avancées, avec la désocialisation des heures supplémentaires, avec la volonté partagée largement de mieux rémunérer le travail et donc d'accompagner celles et ceux qui travaillent. Nous avons entendu les réflexions qui sont les vôtres. Nous savons qu'il y a un certain nombre de choix qu'il nous faut assumer, notamment en matière de verdissement de la fiscalité. Mais nous persistons à dire et à démontrer que ce budget porte aussi une diminution des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages qui n'avaient jamais été atteints jusqu'à présent, avec plus de 6 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires. C'est un budget qui nous permet aussi, je le disais à Madame la députée Peyrol il y a un instant, de mieux accompagner les plus fragiles avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé ou encore le minimum vieillesse. Un budget qui nous permet de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent, je l'ai dit. Vous avez terminé votre question par un appel à la réforme de l'État. Si votre question consiste à nous dire « Êtes-vous prêt à réformer l'État ?» La réponse est oui, et la réponse est oui parce que nous le faisons. Nous le faisons, mais nous le faisons différemment de ce qui a pu être fait précédemment. Il ne s'agit pas de refaire la RGPP. Il ne s'agit pas de couper brutalement dans les effectifs de la fonction publique, mais bien de conduire la révision des politiques publiques, de réinterroger la manière dont on a un service public de qualité sur tout le territoire et ensuite d'en tirer les conséquences en matière d'effectifs. Nous nous inscrivons en cela, notamment pour l'organisation des services publics sur le territoire, dans la mise en application de la circulaire du Premier ministre de fin juillet, qui dit et qui rappelle que l'essentiel de notre travail en matière d'organisation des services publics consiste à préserver et à renforcer les services sur les territoires, à faire de l'échelon départemental la bonne maille d'intervention des services publics et à concentrer nos efforts sur l'administration centrale. Il y a un programme qui s'appelle Action publique 2022 que vous connaissez et je peux vous assurer que votre contribution, votre participation et votre soutien à l'ensemble de ce programme nous sera utile. Nous sommes déterminés à aller au bout pour mener à bien la transformation structurelle que vous appelez de vos vœux. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-François Eliaou. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur la révision de la loi de bioéthique. Monsieur le Premier ministre, hier, mardi 25 septembre, le Comité consultatif national d'éthique a remis l'avis 129, qui est sa contribution à la révision de la loi de bioéthique. Cet avis reprend, entre autres, les sujets examinés lors des États généraux de la bioéthique pour lesquels les Français ont montré un intérêt tout particulier que je salue. Leur participation démontre leur sensibilité à l'impact des progrès de la médecine et de la science sur le vivant. Cet avis du CCNE est riche de nombreuses orientations. Outre l'assistance médicale à la procréation, les examens génétiques, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, le don d'organes,
mais également les neurosciences et l'interaction entre l'intelligence artificielle et la santé sont des sujets essentiels de la réflexion de bioéthique que nous aurons à traiter. Cet avis, au même titre que le rapport produit par le Conseil d'État, constitue une base de travail incontournable pour le gouvernement et le Parlement en amont de l'élaboration du projet de loi de révision de la bioéthique. Il sera également opportun de fixer les conditions de l'évaluation et du réexamen de cette future loi en intégrant une participation active de nos concitoyens. S'ajouteront à ces études les conclusions des travaux parlementaires de la mission d'information ainsi que le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui sera délivré le 18 octobre prochain. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, quelles conclusions portez-vous à l'issue de ces différentes contributions, notamment en termes de calendrier de la révision de loi de bioéthique? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez rappelé, la préparation, le débat sur la révision de la loi bioéthique est engagé depuis le début de l'année 2018, conformément à une procédure et une méthode qui est propre à notre pays. Cette méthode qui consiste à un intervalle régulier fixé par la loi elle-même à s'interroger, à permettre aux législateurs d'indiquer quelles doivent être les règles qui s'appliquent sur des sujets qui sont d'une complexité scientifique, politique, philosophique, absolument redoutable. Cette révision, cet exercice attendu a été engagé dès le début de l'année 2018 et a permis à des instances consultatives reconnues de réfléchir et d'associer des philosophes, des intellectuels, des juristes, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, et à offrir aux parlementaires que vous êtes, aux citoyens qui, pour certains d'entre eux, se passionnent sur ces débats, un corpus intellectuel d'une très grande richesse. Et permettez-moi, monsieur le député, de saluer tous ceux qui, en amont du débat parlementaire, ont participé à ces travaux et nous ont permis d'aborder ces sujets, encore une fois, redoutablement complexes, de façon probablement plus éclairée que ça ne serait le cas sinon. Dans la série de questions qui nous seront posées, il y en a qui sont déjà très fortement évoquées dans le débat public. Je pense évidemment à la question de la PMA. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins présentes dans le débat public et qui n'en sont pas pour autant moins complexes. Au contraire. Je veux par exemple évoquer les enjeux liés à la procréation et notamment à l'autoconservation ovocytaire. Je veux évoquer aussi les questions d'accès aux origines, avec la question de la levée de l'anonymat des donneurs. Je veux mentionner aussi, vous les avez évoquées, toutes les questions relatives à la recherche et au diagnostic génétique. Ces questions complexes sont rendues encore plus complexes par l'évolution et par la rapidité de l'évolution à la fois de la science, de la technique et aussi de nos sociétés. Le législateur, et ce sera un redoutable honneur, le législateur devra prendre position sur ces questions. Et je n'ai aucun doute, monsieur le député, qu'il y aura sur ces sujets des clivages, des désaccords. Ils sont sains, ils traduisent des désaccords dans la société française et ils permettront, je crois, après qu'ils auront été exprimés, de prendre une décision éclairée. Mais plus que sur le fond, monsieur le député, je voudrais vous répondre sur la forme. Parce qu'en la matière, elle est essentielle. Nous savons tous que certains textes qui venaient frapper ou venaient concerner des sujets de ce type de complexité ont pu être parfois préparés dans une forme qui permettait un débat qui exprimait des divergences, mais le mieux éclairé possible.
Et nous savons aussi que certains débats ont donné lieu à des affrontements d'une très grande brutalité. J'ai la conviction, monsieur le député, que nous ne pouvons pas sur ces sujets, rechercher le consensus. Mais nous pouvons rechercher, et nous devons rechercher, le débat le plus intelligent possible, au sens où nous pouvons, je crois, écouter, respecter les opinions des autres, où nous pouvons, je crois, nous enrichir mutuellement des remarques qui seront formulées pendant un débat que j'espère le plus sérieux possible, et je n'ai aucun doute qu'il le sera. En ce moment, monsieur le député, je l'ai évoqué avec le président de l'Assemblée nationale, je l'ai évoqué aussi avec le président du Sénat, j'essaie d'imaginer ce qui pourrait être fait pour que le débat parlementaire, le débat public, soit à la hauteur des enjeux que vous allez devoir trancher. Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la garde des Sceaux, qui sont toutes les trois concernées par ce texte, travaillent avec moi pour essayer de faire en sorte que nous puissions aborder ces problèmes en ne niant rien de nos divergences, mais en essayant de faire honneur au débat public. C'est l'esprit dans lequel j'aborde ces sujets et c'est les propositions que j'aurai l'occasion de formuler aux deux présidents des chambres et aux parlementaires dans les jours qui viennent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Gisèle Biémouret. Ne pas écouter ce qui nous appelle à l'aide, c'est croire que les murs et les frontières nous protègent. Emmanuel Macron, ONU, 25 septembre 2018. Monsieur le Premier ministre, nous l'avions dit en juin, ce n'était que le début. La lente agonie des valeurs humanistes continue à s'incarner dans un nom, l'Aquarius, miroir de nos reniements et symbole de la vraie bataille européenne qui se joue entre progressistes et populistes. Dernier bâtiment humanitaire en Méditerranée, ce navire s'est vu retirer son pavillon panaméen sous la pression du gouvernement italien. Il est désormais considéré comme un navire pirate. Aujourd'hui, il nous appelle à l'aide. Comme le fait également Chamseddine Marzouk, pêcheur tunisienne à Zarzis, en agrandissant jour après jour le cimetière des oubliés dans lequel il enterre les corps rejetés par la mer. C'est ce fardeau qu'il est venu présenter en avril dernier au Parlement de Strasbourg pour tenter d'éveiller les consciences des parlementaires de 511 millions d'Européens repliés derrière leur peur. 3 jours de négociations ont été encore nécessaires pour que la France accepte une poignée parmi les 58 personnes recueillies. Et pour chaque jour, combien d'embarcations ont sombré et combien de futures fosses seront creusées? Les bons sentiments ne sont pas une faiblesse. La fraternité n'est pas uniquement un bracelet vendu à prix d'or dans la boutique de l'Élysée. Il est dans notre pays plus de voix que vous ne croyez, émus par le sort de ces naufragés, ayant honte de la situation faite à l'Aquarius, qui a besoin de la mise en place d'un dispositif de sauvetage permanent, d'une liste de ports de destination et d'un nouveau pavillon. L'Aquarius est une aiguille, petite, perdue au beau milieu de la Méditerranée. Elle ne cesse d'aiguillonner nos consciences, habitées par la ténacité de ceux qui mènent un juste combat. Monsieur le Premier ministre, à quand la création d'une agence européenne du droit d'asile? À quand la fin des accords de Dublin? Merci. Merci, Madame Biémouret. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Biémouret, sur l'Aquarius, il y a 58 hommes, femmes et enfants en détresse. Ils vont pouvoir débarquer dans quelques heures à Malte. La France accueillera 18 d'entre eux. Depuis le début de l'été, la France a toujours pris sa part d'humanité pour accueillir une partie importante des réfugiés, des bateaux qui se sont présentés en Méditerranée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'été? Un pays, l'Italie, a choisi de fermer ses ports, a choisi de fermer les yeux à la détresse humanitaire. Depuis le début de l'été, la ministre a la parole. La loi de la jungle a remplacé le droit international en Méditerranée. Et depuis le début de l'été, le président de la République, avec les chefs d'État et de gouvernement des États européens progressistes, ont choisi de remplir leur devoir d'humanité
en faisant en sorte que ces réfugiés soient accueillis en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Vous avez raison, Madame la députée, nous ne pouvons pas continuer à réagir au cas par cas pour quelques centaines de naufragés, puisque depuis l'année dernière, il y a 10 fois moins d'arrivées vers l'Italie qu'en 2017. Nous devons trouver une solution pérenne. Nous l'avons proposée au Conseil européen de juin. La seule solution, elle est européenne, équilibrée, efficace, humaine. Il n'y a pas d'égoïsmes nationaux qui peuvent résoudre le défi migratoire. Il n'y a qu'une coopération européenne renforcée. Nous y prenons notre part. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Fadila Khattabi. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, plus que jamais, la réforme de notre système d'assurance chômage est nécessaire. Oui, notre système social est précieux. Oui, il nous faut le préserver. Et le préserver, c'est accepter de le réformer. La situation est urgente et le constat est sans appel. Sans être dans une démarche uniquement budgétaire, il est toutefois bon de rappeler que le déficit actuel de l'UNEDIC s'élève à 38 milliards d'euros. Aussi, je me permets de reprendre vos mots, Madame la Ministre. La précarité des demandeurs d'emploi, c'est aussi la précarité du système. À ceci, il faut souligner un autre paradoxe. Alors que nous connaissons depuis plusieurs décennies un chômage de masse, nous avons en parallèle plus de 200 000 offres d'emploi non pourvues. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir massivement dans les ressources humaines via le plan d'investissement dans les compétences, mais aussi de répondre au chômage des jeunes en développant de manière significative l'apprentissage. Nous avons également octroyé de nouveaux droits pour les démissionnaires et les indépendants, véritable progrès social tant attendu par nos concitoyens. Vous l'avez compris, nous voulons que l'assurance chômage puisse continuer d'être un véritable filet de sécurité et en même temps un véritable tremplin vers l'emploi. Aussi, je suis convaincue qu'il nous faut trouver une réponse collective et pour ce faire, la négociation est indispensable. Les partenaires sociaux ont un rôle déterminant à jouer. Non, le paritarisme n'est pas mort, cependant il faut que chacun prenne ses responsabilités pour parvenir à une solution stable et pérenne. Aussi, compte tenu de ces enjeux, comment envisagez-vous, Madame la Ministre, la réforme de notre système d'assurance chômage? Une réforme qui devra, me semble-t-il, se faire en cohérence avec les précédentes mesures que nous venons de voter à travers la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ça va être sportif. Madame la députée Fadila Khattabi, la lutte contre le chômage de masse, c'est évidemment, sur tous les bancs, une de nos grandes priorités. Et pour cela, ce n'est pas une mesure, c'est un ensemble de rénovation du marché du travail et de stimulation de la croissance. Pour la rénovation du marché du travail, nous avons mis en place ensemble les ordonnances pour le renforcement du dialogue social. Vous avez voté la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le troisième levier, désormais, est la réforme de l'assurance chômage, dont vous avez voté le principe d'accélérer la renégociation de la convention d'assurance chômage dans la même loi Avenir professionnel. Alors pourquoi c'est important? Peut-on accepter aujourd'hui d'avoir non seulement un chômage de masse, mais une accélération de la précarité de l'emploi? Peut-on accepter que 87% des embauches soient en CDD ou en intérim, que la moitié de ces CDD soient des jeunes à qui on ne projette jamais un avenir autre que la précarité? Peut-on accepter que 80% des CDD soient de moins d'un mois et même un tiers de moins d'un jour, c'est-à-dire qu'on instaure une fausse sécurité qui est vous pouvez rester toute votre vie à l'assurance chômage et de temps en temps on vous appelle pour quelques heures ou quelques jours de travail. Ce n'est pas le marché du travail que nous souhaitons. Nous souhaitons tous un marché du travail qui permette la dignité, qui permette le retour à l'emploi, qui va inciter le retour à l'emploi, qui va permettre aussi une gestion responsable des ressources humaines et par effet de conséquence qui diminuera la précarité du système de lui-même, car 8 milliards d'euros sont consacrés
sont le poids du déficit d'assurance chômage lié à cet excès des contrats courts qui précarise nos concitoyens et à la fin précarise notre économie. C'est pourquoi nous faisons le pari de la négociation et que nous attendons les réponses Merci des Madame la partenaires sociaux. Ministre. La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 10 jours, le Président de la République invitait 6 millions de chômeurs à traverser la rue pour trouver un emploi. Vous-même avez abondé en ce sens en déclarant « Il n'y a pas un secteur de l'activité économique où on ne dit pas « on veut recruter, mais on n'y arrive pas ». À vous entendre, on comprend que les chômeurs seraient les premiers responsables de leur chômage. C'est peut-être habile pour vous exonérer de vos responsabilités, mais c'est absolument faux et vous le savez. Pour 2017, seuls 7,5% des établissements qui ont essayé de recruter n'y sont pas parvenus. On peut estimer à 300 000 le nombre d'offres d'emploi non pourvues et il en faut souvent plusieurs à un seul chômeur pour pouvoir travailler toute l'année. Cela fait un emploi pour 20 demandeurs, 1 pour 40 en équivalent temps plein. Cette réalité, la formation n'y peut rien. Le chômage n'est donc pas un problème de volonté individuelle, mais bien un problème de déficit d'emploi au niveau national. Avec toujours moins de moyens humains, Pôle emploi est aujourd'hui davantage le lieu où l'on vérifie que la recherche est hyperactive plutôt que celui où on vous propose un emploi. Or, vous vous obstinez à croire qu'il suffirait de lever quelques règles et blocages sur le dos des salariés et de faire des cadeaux aux entreprises pour que la machine reparte. Mais il ne s'est jamais vérifié qu'une telle politique remplisse les carnets de commandes. Ils sont pour nous la solution de l'équation. La planification écologique permettrait de les remplir, mais vous lui préférez la compétition généralisée. La diminution du temps de travail est une solution efficace, mais vous lui préférez la double ration de CICE. Les plus grands réfractaires, finalement, au changement sont au gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous avertir le jour où vous aurez compris qu'il faut s'attaquer au chômage et non pas aux chômeurs? Merci Monsieur Quatennens. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Adrien Quatennens, je crois que notre principale différence de vue, c'est que nous ne sommes pas résignés au chômage de masse. Nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse dans notre pays. 9,1% de taux de chômage dans un pays comme la France, oui, nous pouvons le combattre. Et pour cela, il y a plusieurs leviers. La première, c'est de constater la réalité. Vous avez parlé de 300 000 emplois à pourvoir, c'est au moins cela. Nous ne savons pas le chiffre exact, mais nous savons que les offres d'emploi, les propositions d'emploi ont augmenté de 18% chez Pôle emploi cette année. Nous savons que rien que le seul secteur numérique cherche aujourd'hui 80 000 personnes, les transports 23 000. Je peux vous faire toute la liste, il y en a des centaines de milliers. Mais la question, c'est quel est le moyen efficace de riposter? Continuer cette croissance pour avoir une croissance riche en emploi et inclusive. Le premier sujet, c'est la connaissance des métiers et des opportunités. J'étais le jeudi dernier dans une agence Pôle emploi dans le 20e arrondissement et on cherchait des référents web pour les PME. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent autour de la table ce que c'est. C'est le couteau suisse du numérique dans une PME. On cherchait à tout niveau de qualification des personnes pour la cybersécurité, pour l'hôtellerie-restauration, pour la distribution. Et c'est comme ça dans toutes les agences de Pôle emploi. Et le premier sujet, c'est connaître ces opportunités. Le deuxième, c'est la formation, la formation, la formation. La réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, le plan d'investissement compétences sont éléments clés, car on cherche essentiellement des personnes à qualification reconnue. La troisième chose, c'est la formation au savoir-être professionnel. Beaucoup d'embauches échouent sur le sujet des savoir-être professionnels. C'est aussi une des priorités du plan d'investissement en compétences. Enfin, il faut permettre aux plus vulnérables d'accéder, c'est la priorité de mon budget, c'est toutes les mesures en termes d'insertion, d'emploi inclusif pour permettre aux plus vulnérables d'accéder au marché du travail. Merci, il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. La parole est à Monsieur Xavier Breton. Monsieur le Président, ma question à laquelle j'associe mes collègues Charles de la Verpillière et Damien Abad s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 125e Congrès national des sapeurs-pompiers se tient à partir d'aujourd'hui dans le département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Ce congrès est l'occasion de rappeler notre soutien unanime
à tous les sapeurs-pompiers de France à l'heure où les agressions se multiplient contre eux lors de leurs interventions. Ce congrès doit aussi être l'occasion de réaffirmer notre attachement à notre modèle de sécurité civile et notamment à l'importance du volontariat. Pour relancer le volontariat, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a présenté 43 propositions qui visent, par exemple, à mieux concilier l'engagement du pompier volontaire avec sa vie professionnelle ou à développer la filière des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, notamment avec le projet de service national universel. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je voudrais relayer l'inquiétude des sapeurs-pompiers face à la menace qui pèse sur le statut de sapeur-pompier volontaire. En effet, une directive européenne sur le temps de travail, si elle devait être appliquée dans notre pays, pourrait réduire considérablement la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et donc diminuer d'autant le niveau de sécurité des populations. Les pompiers, et plus généralement nos concitoyens, veulent savoir si le gouvernement va faire résolument le choix du volontariat. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin prendre une initiative auprès de l'Union européenne pour exempter les sapeurs-pompiers volontaires de toute application de la directive européenne sur le temps de travail? Il en va de la pérennité de notre modèle de sécurité civile, bien au-delà des clivages partisans. Je vous remercie. Merci, Monsieur Breton. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, on écoute la réponse de Madame la ministre. Monsieur le député Xavier Breton, je vous remercie de votre question et je m'associe bien volontiers aux paroles que vous avez prononcées pour vous offusquer des violences contre les sapeurs-pompiers. Elles sont inadmissibles et c'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Vous évoquez la directive de 2003 sur le temps de travail. Gérard Collomb a déjà répondu à une question d'un de vos collègues sénateurs hier. Il faut faire évoluer effectivement cette directive européenne sur le temps de travail, comme nous l'avons fait dans d'autres domaines. Il ne faut pas que notre ressource de sapeurs-pompiers volontaires puisse être mise à mal, d'autant que, je le rappelle, les sapeurs-pompiers volontaires représentent aujourd'hui 66% des interventions quotidiennes dans notre pays. Ce modèle, nous le soutenons, nous le défendrons jusqu'au bout. Il constitue la clé de voûte de notre système de pompiers en France, dont beaucoup de gens sont fiers et que beaucoup d'autres pays nous envient. La preuve, cet été, nous avons aidé, comme vous le savez, la Suède. On avait l'habitude de parler de solidarité européenne autour du bassin de la Méditerranée. Mais le réchauffement climatique et la sécheresse a fait que la Suède a subi de très graves incendies. Et les sapeurs-pompiers volontaires que vous soutenez, que vous pouvez donc écouter ce que je dis, ont été aidés la Suède. Merci Madame la ministre. La parole est à Madame Sarah El Haïry. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le budget que vous avez présenté lundi est un budget solide et sincère. Et le groupe Modem et Apparentés veut saluer la détermination à poursuivre les réformes que nous avons engagées dès 2017. Au-delà des moyens que vous renforcez pour la sécurité de nos concitoyens, l'éducation pour tous, la justice, la priorité des Français, vous le savez très bien, c'est bien le pouvoir d'achat. Nous souhaitons évidemment et nous saluons la baisse des impôts des ménages de 6 milliards d'euros, principalement due à la suppression de la taxe d'habitation et à la baisse des cotisations. Vous nous avez entendus sur la nécessité de réévaluer
le seuil d'application de la hausse de la CSG, parce que dès l'année dernière, nous avions alerté, alors nous le saluons. Nous souhaitons, et vous le savez, que les impôts des classes moyennes, les impôts des familles soient baissés. Et nous savons que le temps viendra, mais pour cela, il faut que nos finances publiques puissent être assainies. Et vous savez ô combien ce point est essentiel pour ma famille politique, au mouvement démocrate. Cependant, s'agissant du pouvoir d'achat, les mesures fiscales de la loi de finances ne jouent qu'un rôle marginal. La vraie réforme du pouvoir d'achat, monsieur le ministre, est celle du marché du travail, celle qui permet à tous d'avoir un emploi, des revenus décents. Alors, c'est normal que nous saluions les travaux de la loi Pacte ou encore la réforme professionnelle, qui vont dans le bon sens. La vraie réforme du pouvoir d'achat, ce sont aussi les réformes qui baissent la dépense publique, par la réforme de l'État, celle qui permet d'avoir une meilleure redistribution. Ainsi, ma question, monsieur le ministre, est très simple. Quelle est la trajectoire des réformes qui permettent d'augmenter structurellement et durablement le pouvoir d'achat? Monsieur le ministre, que pouvez-vous annoncer aux Français? Et quelle stratégie allez-vous mener pour que ces conduites soient faites dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée El Haïry, je vais vous donner ma conviction profonde. Le pouvoir d'achat, c'est le travail. Et c'est en donnant plus de travail aux Français et en rémunérant mieux le travail que nous arriverons à redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des Français et à l'ensemble des ménages français. Je recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas fait de lire avec attention le rapport qu'a fait l'INSEE sur la pauvreté en France, sujet dont le Président de la République s'est saisi il y a quelques semaines. Qu'est-ce que montre ce rapport? Vous avez 14% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais vous avez 37,8% de chômeurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le vrai scandale, Madame El Haïry, il est là. Il n'y a pas assez de Français qui ont accès au travail et le travail n'est pas suffisamment rémunéré dans notre pays. Nous nous battons pour cela. Nous sommes la majorité du travail. Nous sommes la majorité de l'emploi et c'est notre fierté. Vous nous dites qu'il faut baisser les impôts. C'est ce que nous faisons. Mais pour les baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Et pour baisser la dépense publique, il faut avoir le courage de prendre un certain nombre de décisions qu'avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous avons annoncées depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Oui, nous avons le courage de réduire les emplois aidés, qui sont des impasses pour beaucoup de Français, pour les remplacer par des emplois dans le secteur marchand. Oui, nous avons le courage de transformer les chambres de commerce et d'industrie pour qu'elles ne se rémunèrent plus avec une taxe, mais avec des prestations qui sont financées par les entreprises. Oui, nous avons le courage, avec Muriel Pénicaud, d'engager la réforme de l'indemnisation du chômage, parce que chacun sait bien que l'indemnisation du chômage doit être réformée pour inciter davantage tous les Français à retourner à l'emploi. Le travail, le travail, le travail, voilà la philosophie de notre majorité et voilà ce que nous voulons pour les Français. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Annaïg Le Meur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la ministre, il y a 4 ans, jour pour jour, nous nous réjouissions de l'obligation de mise en accessibilité des établissements accueillant du public. Mais qu'en est-il de l'accessibilité des logements? La loi Élan, qui a animé nos débats cette année, a permis des avancées comme le logement partagé, le logement inclusif et le logement éducatif. Cependant, la mise en accessibilité des logements n'est pas tout à fait au rendez-vous. Aujourd'hui, en 2018, pour une personne handicapée, accéder à un logement ressemble parfois au parcours du combattant. Et quand elle parvient à l'obtenir, ce logement est bien souvent situé en rez-de-chaussée, peu lumineux et offrant moins de tranquillité. L'accessibilité est pourtant la liberté d'aller à son travail, de sortir de chez soi et de vivre, tout simplement. Elle ne concerne pas uniquement les personnes handicapées, elle concerne chacun d'entre nous, en particulier nos aînés qui font le choix de vieillir chez eux. Or, dans de nombreuses villes moyennes et petites villes, nous avons trop peu d'immeubles pourvus d'ascenseurs, ce qui mène les résidents dépendants à quitter leur logement pour des EHPAD ou des immeubles équipés. Chacun doit pourtant avoir le droit de rester vivre où il le souhaite, à Quimper, à Lopérec, à Tourcoing ou à Paris. Notre réglementation ne semble plus adaptée, notamment par rapport à nos voisins européens.
Aussi, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous détailler les mesures que vous comptez prendre pour garantir l'accessibilité de nos logements? Je vous remercie. Merci, Madame le maire. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Merci pour votre question qui me permet d'abord de saluer votre engagement et celui de Madame la députée Christelle Dubos. Permettez-moi de revenir avec vous sur l'ambition collective du gouvernement en faveur du logement, celle de construire plus, mieux et moins cher. Je voudrais m'arrêter sur ce construire mieux, auquel je crois profondément et pour lequel j'ai travaillé étroitement avec tous mes collègues tout au long de la préparation de ce projet. Construire mieux, c'est anticiper que nos besoins puissent évoluer avec l'âge ou la perte d'autonomie et permettre que le logement s'adapte à ses habitants dans toute leur diversité plutôt que l'inverse. Construire mieux, c'est proposer un cadre favorable au lien social, à l'instar de l'habitat intergénérationnel que j'ai eu le plaisir de visiter ce matin avec le Premier ministre et Julien Denormandie. Un projet construit dans un partenariat entre bailleurs sociaux, élus locaux, associations, qui favorise ce vivre ensemble dans une logique de conception universelle. Le Premier ministre a fait en ce sens une annonce forte ce matin. Les immeubles neufs devront être équipés d'un ascenseur s'ils font au moins 3 étages, alors que la norme est de 4 aujourd'hui. C'est une avancée majeure qui nous permet de rejoindre enfin un standard d'accessibilité retenu par une majorité de nos voisins européens. Nous étions parmi les derniers à avoir une réglementation aussi en retard par rapport à l'accessibilité. L'ascenseur est pour la vie réelle ce que le Wi-Fi est à la vie virtuelle, un élément de modernité et d'accessibilité universelle. Cela va changer la donne, pas seulement pour les 850 000 personnes à mobilité réduite, mais pour les plus de 7 millions de personnes de plus de 75 ans qui peuvent être confrontées à la perte d'autonomie alors qu'elles aspirent à rester chez soi. L'annonce du Premier ministre a été saluée unanimement par l'ensemble des associations, membres de l'Observatoire de l'habitat inclusif que je réunissais ce matin, en particulier l'APF France Handicap, dont c'était un combat de très longue date. Ces annonces sont le fruit d'un travail incessant pour aboutir à un dispositif complet, emblématique de notre méthode. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. J'associe mon collègue Jean-Paul Lecoq à cette question. Monsieur le Premier ministre, samedi dernier se déroulait la Journée internationale de la paix, instituée par l'ONU afin de promouvoir partout la paix. Dans le monde entier, des femmes et des hommes se sont mobilisés pour la culture et le droit humain à la paix. En France, de nombreuses initiatives, hélas peu relayées dans les médias, se sont déroulées à l'initiative du mouvement de la paix et de Mères pour la paix. Dans le même temps, la parole de la France dans le concert des nations s'essouffle et sa politique diplomatique extérieure, hors intervention militaire, s'affaiblit. Les oppositions de doctrine apparues hier lors de l'Assemblée générale de l'ONU doivent renforcer notre conviction que face aux différents impérialistes et nationalistes exacerbés, en particulier états-uniens, la France doit s'imposer comme la nation de la coopération, capable de s'adresser à tous les pays, mais sans compromission. Pourtant, au-delà du discours, la France continue de vendre des armes à des régimes ne respectant pas les droits humains, tout en poursuivant le démantèlement des effectifs diplomatiques à l'étranger. Ces 30 dernières années, ils ont diminué de 53% et d'ici la fin du quinquennat, vous prévoyez une nouvelle diminution de 10%. Dans le même temps, les crédits dédiés à l'armement, en particulier nucléaire, augmentent. Cette logique imposée par l'OTAN et contraire à la promotion de la paix doit s'inverser. D'ailleurs, 72% des Français, dans un récent sondage, sont favorables au désarmement nucléaire. Aussi, Monsieur le Premier ministre, allez-vous revenir sur la baisse des effectifs de la diplomatie extérieure afin que la France soit à la hauteur de l'ambition exprimée à l'ONU? Je vous remercie. Merci, Madame Buffet. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet. Cette semaine s'ouvre l'Assemblée générale des Nations unies et c'est l'occasion de se pencher sur l'état de la paix dans le monde. Alors que constate-t-on? Des progrès entre l'Érythrée et l'Éthiopie, la fin d'un conflit meurtrier. Dans les Balkans, un dialogue courageux entre la Serbie et le Kosovo. Et en Asie, un réchauffement entre les deux Corées après ce qui avait pu faire craindre un embrasement militaire il y a encore peu de temps. Mais l'état de la paix dans le monde n'est pas que ce bilan relativement positif. Vous l'avez vous-même mentionné, la tragédie syrienne se poursuit depuis 2011.
Le processus de paix au Proche-Orient fait du surplace. Au Yémen, la population est face à une crise politique, militaire, humanitaire de grande ampleur. Alors face à cet état du monde, que devons-nous faire? Nous résigner? Regarder le monde tel qu'il est en spectateur? Certainement pas. En Syrie, en Libye, en Ukraine, la France propose et la France agit. Accepter la loi du plus fort, comme certains voudraient nous y inciter, pas davantage. Ce à quoi nous croyons, c'est à la force de la loi, à un multilatéralisme ambitieux, rénové, dont notre monde n'a jamais eu autant besoin. Nous sommes en 2018, souvenons-nous de ce qu'a été notre continent dans l'histoire et voyons ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un siècle se terminait la Première Guerre mondiale. Depuis 70 ans, l'Europe a connu la paix, la période la plus longue de la paix de son histoire. En novembre de cette année, la France va accueillir le Forum de Paris sur la paix, qui va rassembler des milliers de représentants de la société civile aux côtés des chefs d'État et des représentants des organisations internationales. 120 projets pour la paix dans le monde vont être présentés. Merci, Madame Plus que la jamais, ministre. la France est active pour défendre la Merci, paix dans le Madame la monde. ministre. La parole est à Monsieur Olivier Damézin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, hier, à l'occasion de la Journée nationale en hommage aux harkis, l'État français a reconnu une nouvelle fois la responsabilité de la France. C'était un engagement du Président de la République et c'est un engagement que nous avons tenu. Alors que beaucoup dans cette Assemblée, ni le Président de la République, ni moi d'ailleurs, n'étions nés au moment des faits. Nous avons travaillé en commission avec le préfet Sceaux durant des mois pour trouver une solution à cette anomalie. En concertation avec de nombreuses associations harkis, nous sommes enfin arrivés à reconnaître l'histoire de notre pays envers ses ressortissants français. Vous avez présenté, Madame la Secrétaire d'État, de nouvelles mesures en faveur de nos concitoyens d'origine harki, notamment par la valorisation et la protection des lieux de mémoire, le recueil de mémoire élargi aux femmes et aux enfants. Ces mesures symboliques peuvent paraître dérisoires aux yeux de certains, les extrémistes opportunistes en tout genre, se nourrissant de haine et de misère humaine. Il est cependant important de rappeler ici qu'il s'agit d'abord de vies humaines, brisées, pour des femmes et des hommes qui se sont engagés volontairement pour notre pays et qui n'ont pas été justement récompensés. Des familles entières ont été traitées sans aucune humanité. Des enfants ont vécu dans des conditions sordides, inhumaines, ont vécu tout petits des séparations forcées, la vie dans des camps cernés de barbelés. Notre devoir de mémoire est maintenant de permettre aux nouvelles générations et aux anciennes de connaître ces heures sombres de notre pays. Madame la Secrétaire d'État, les réparations engagées sont aussi matérielles. Députée d'une circonscription fortement empreinte de l'histoire harki, je sais des familles en grande difficulté, faisant face à des situations extrêmes et qui attendent légitimement des réparations financières. Pouvez-vous détailler le dispositif de solidarité nationale, les montants engagés pour les harkis, leurs enfants ainsi que pour leurs veuves? Je vous remercie. Merci, Monsieur Damézin. La parole est à Madame Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Damézin. Comme vous l'avez indiqué, hier, j'ai eu l'honneur de présider la cérémonie nationale en hommage aux harkis et autres combattants supplétifs qui se sont engagés et ont combattu pour la France. J'ai pu y rappeler que la France avait manqué à son devoir et à ses obligations envers ses enfants qu'elle n'a pas su protéger, qu'elle n'a pas su accueillir dans des conditions qu'ils méritaient. Et j'y ai également présenté, vous l'avez dit, les mesures qui font suite au groupe de travail auquel vous avez fait allusion. Ces mesures proposées par le gouvernement ont trois volets. Améliorer la reconnaissance d'abord, et c'est une promotion spéciale de distinction honorifique, par exemple, qui a été actée et pour lesquelles un décret est paru vendredi dernier, pour 37 anciens harkis et enfants d'anciens harkis, dont 8 femmes, et c'est quelque chose que je tiens à souligner. Et de nombreuses actions, bien sûr, vont être lancées sur le plan de la reconnaissance et notamment sur le plan mémoriel. Bien sûr, le deuxième axe, c'est compléter la réparation en faveur des anciens combattants harkis, et c'est ainsi que nous avons décidé d'augmenter de 400 €
leur allocation de reconnaissance et leur allocation viagère pour les anciens combattants et leurs veuves. Et le troisième axe est de créer un fonds de solidarité, ce qui est quelque chose d'inédit et d'unique pour l'instant, à l'attention des enfants de harkis qui ont eu à vivre des situations très difficiles que vous avez décrites. Ce fonds de solidarité, bien entendu, sera accessible à ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui ont fait des séjours dans des camps de transit ou des hameaux de forestage, ceux qui ont des conditions de ressources, bien sûr, basses et une situation familiale difficile. Je compte sur vous tous pour soutenir ces mesures lors du vote du budget 2019. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Hervé Solignac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous achetez 1 kilo de tomates, et j'espère que cela vous arrive, 50% du prix que vous payez correspond au coût de la main-d'œuvre pour produire ce kilo de tomates. Les maraîchers savent ce que cette main-d'œuvre représente dans leur prix de revient, tout comme les viticulteurs, tout comme les arboriculteurs, les pépiniéristes et bien d'autres professions agricoles. C'est pourquoi la colère grandit devant votre entêtement à vouloir absolument supprimer les exonérations de charges pour les travailleurs saisonniers, autrement appelés TODE, et qui sont près de 1 million en France. Reconnaissez que pour un gouvernement qui se veut être le gouvernement de la compétitivité, augmenter le coût du travail, c'est un concept qui interpelle. Ce dispositif d'exonération existe depuis plus de 30 ans. Il est vital pour le monde agricole. Il a été préservé par tous les gouvernements. Il est efficace pour atténuer la concurrence de pays étrangers qui produisent à bas coût. Mais il y a dans cette affaire une inquiétude plus grande encore. Votre incapacité à proposer des compensations crédibles et concrètes alors même que l'échéance est prévue au 1er janvier. Car lorsque vous évoquez des allègements sur les salaires ou la transformation du CICE en baisse des charges, vous êtes totalement déconnecté des réalités du monde agricole et vous ne rassurez personne. Vous ne rassurez pas les exploitants qui n'ont pas de salariés permanents, vous ne rassurez pas ceux qui font peu ou pas de résultats. Ces employeurs-là sont 100% perdants, ce sont les plus modestes et c'est sur leur dos que vous récupérez 144 millions d'euros de cotisations. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question appelle une réponse la plus claire possible. Accepterez-vous enfin de surseoir à votre décision pour débattre avec les agriculteurs de solutions plus justes? Merci, Monsieur Solignac. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Hervé Solignac, parce que nous sommes attachés à la compétitivité des entreprises, nous avons choisi de réformer le CICE en exonération de charges sociales et en améliorant les allègements généraux. Parce que nous sommes attachés à la compétitivité des exploitations, nous avons décidé de porter la compétitivité par le revenu avec le projet de loi issu des EGA. Parce que nous sommes attachés à la compétitivité, nous avons travaillé sur la fiscalité avec Bruno Le Maire en portant un certain nombre de mesures sur notamment l'épargne de précaution et une fiscalité avantageuse pour nos agriculteurs. Ce travail que nous avons conduit, c'est un solde de 60 millions d'euros positifs pour la ferme France. Mais pour autant, je reconnais les inquiétudes que vous pouvez rencontrer sur la suppression du TODE pour les arboriculteurs, les maraîchers, les pépiniéristes et les viticulteurs. Et à la demande du Premier ministre, je travaille bien évidemment sur ce sujet et je vois en ce moment les organisations agricoles, je vois en ce moment les filières professionnelles que je recevrai prochainement pour étudier avec eux des solutions concrètes parce que nous avons besoin de les trouver, parce que je sais que sur les travailleurs employeurs de main-d'œuvre, nous avons besoin de trouver des solutions parce que cela représente des coûts. Ces solutions, nous les trouverons ensemble dans la concertation et dans le dialogue. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de l'absence de Madame la Ministre de la Santé, ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Vos propositions concernant le projet Santé 2022 ressemblent fortement à des bricolages de fortune. Et ils ne sont pas du tout à la hauteur pour résoudre les urgences récurrentes qu'attendent les Français. Si certains points sont positifs, et nous les acceptons, le groupe LR des Républicains
constate surtout rien de réel sur les financements de la protection sociale, sauf une augmentation de 400 millions d'euros pour plaire. Mais pour plaire à qui? C'est une des questions. Rien pour l'hôpital public, en déficit de près d'1 milliard d'euros. La création de 4000 assistants médecins est un piège, parce qu'en subventionnant ces agents qui sont mi-administratifs, mi-infirmiers, vous mettez le pied dans la voie de l'étatisation de la médecine libérale française. Et à quel prix pour l'assurance maladie? Rien pour les infirmières qui sont les oubliées du plan santé 2022. Activez, Monsieur le Premier ministre, le seul outil du numerus clausus, c'est un leurre. Nous sommes d'accord pour le supprimer, mais vous l'agitez ostensiblement alors qu'il n'aura des effets que dans 12 ans. En parler, c'est bien, mais quelle solution pour aujourd'hui? Monsieur le Premier ministre, le plan santé 2022 que vous avez voulu médiatique ne contient aucune solution efficace qui puisse adapter notre système de santé à la dure réalité du terrain d'aujourd'hui. Vous nous promettez un remède de cheval pour endiguer une crise médicale ambulatoire et hospitalière sans précédent. Mais vous proposez aux Français une poignée d'anxiolytiques en espérant un quelconque apaisement. Aussi, la question est simple. Que faites-vous aujourd'hui de manière concrète pour répondre aux urgences du terrain? Merci. Merci, Monsieur Dor. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dor, lorsque vous avez rendu les clés de l'assurance maladie en 2012, vous avez siégé 10 ans sur ces bancs, et que vos amis étaient au gouvernement, le trou de la sécurité sociale avec lequel moi j'ai grandi était de 20 milliards d'euros. 20 milliards. L'année prochaine, il n'y aura plus, et je le dis ici à nos parlementaires, il n'y aura plus de trou de la sécurité sociale. Enfin, l'année prochaine, pour la première fois, nous ne ferons pas porter la responsabilité de nos choix politiques sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur les générations qui viennent. Et nous avons fait des choix dans ce budget qui sont des choix clairs, qui ne sont pas des choix paramétriques, des choix de rabot, des choix même parfois, comme ça a pu être le cas par le passé, légèrement clientélistes. Nous avons deux convictions. Un, qu'il faut améliorer l'accès aux soins. Et ça passe par le lancement du reste à charge zéro pour les soins optiques, les soins dentaires, les soins auditifs. C'est à la fois, pour le coup, du pouvoir d'achat et de la justice dans l'amélioration de l'accès aux soins. C'est l'extension de la CMU complémentaire qui va permettre à 1,4 million de nos concitoyens d'être mieux couverts. Et c'est là le deuxième pilier de ce budget qui sera débattu sur ces bancs. Notre objectif, c'est une meilleure organisation de notre système de soins. Vous évoquiez le numerus clausus. C'est vrai que les effets positifs de sa suppression, ce sera dans 12 ans. Que ne l'avez-vous fait il y a 12 ans? Que ne l'avez-vous fait il y a 12 ans? Le système de santé s'en porterait mieux. Et il y a dans ce budget des choses structurantes. Les assistants médicaux, Monsieur Dor, ce n'est pas du bidouillage, ce n'est pas la fonctionnalisation de la médecine, c'est du temps médical en plus pour les patients. Merci. Voilà les débats qui occuperont cette Assemblée Merci, dans les jours Monsieur qui le viennent. ministre. La parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre, auprès du ministre de l'Intérieur. Je voudrais saluer le projet de budget 2019 pour les collectivités territoriales qui s'inscrit dans la continuité de l'action menée dès l'année dernière pour établir une relation de confiance et de responsabilité entre l'État et les collectivités territoriales. Symbole de cette nouvelle approche, la contractualisation. Et je voudrais dire à ceux qui peut-être se manifestent maintenant, qui dans l'hémicycle, il y a un an, nous prédisaient que ça ne serait pas constitutionnel, que les collectivités territoriales ne signeraient pas, que l'objectif de 1,2% ne serait pas atteignable. Je voudrais leur dire qu'ils se sont trompés et que la France des territoires leur a apporté une réponse claire. Près de 3/4 des collectivités ont signé et les résultats des maîtrises
des dépenses sont meilleures que les objectifs fixés. Oui, la France des territoires veut participer à la transformation de notre pays et à la maîtrise des dépenses publiques et nous les en remercions. Oui, le budget 2019 permet aux élus locaux de regarder sereinement vers l'avenir avec le maintien des dotations de fonctionnement, avec le maintien des dotations d'investissement à un niveau record, avec une solidarité accrue de 180 millions vers les territoires ruraux et les villes de banlieue. Et preuve, s'il fallait que l'État prenne sa part de responsabilité, en 2019, pour la première fois depuis très longtemps, ces dépenses vont croître moins vite que celles des collectivités territoriales. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous détailler les mesures du PLF qui vont permettre de réduire les inégalités territoriales qui font, vous le voyez, on l'entend, le lit des extrêmes de tous bords et de ceux qui essaient de leur ressembler. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cazeneuve. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. On écoute Madame Gourault, s'il vous plaît. Merci, monsieur le député Cazeneuve. Vous avez raison, c'était un budget de rupture par rapport aux années précédentes. C'était la fin de la baisse des dotations. Le budget 2019 continuera à s'appuyer sur ces trois piliers: stabilité des ressources, soutien de l'investissement public local, renforcement de la péréquation. Je voudrais insister sur 3 points. Péréquation en faveur des collectivités les plus fragiles, avec une augmentation de 90 millions d'euros pour la DSU des communes, DSU urbaine, pardon, DSR rurale, bien sûr, 90 millions, et les dotations de péréquation des départements de 10 millions. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, une réforme de la dotation d'intercommunalité inspirée des travaux du Comité des finances locales et visant à la simplification et à l'équité, redonnera de la vigueur aux critères existants, notamment le potentiel financier, et fera intervenir un nouveau critère, le revenu des habitants, et en une seule enveloppe pour l'ensemble des intercommunalités. C'est un renforcement péréquateur de la DGF en faveur des territoires pauvres. Enfin, pour les départements dont nous connaissons la situation difficile, en fonction des AIS qui augmentent et des MNA qui augmentent aussi dans un certain nombre de départements, eh bien, il y aura un fonds de stabilisation au profit des départements dont la situation financière est la plus tendue. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.